Merci Christelle. Bonsoir à tous, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, c'est la deuxième rencontre du Capital Humain, donc je pense que la prochaine fois on va commencer à réserver l'Arcadium parce que ça explose, ça explose. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, merci à l'équipe Prismo. Je vais essayer de n'oublier personne, Thomas, Franck, Christophe, Anaïs, Rémi, merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion de parler sur des thèmes passionnants qu'on aime beaucoup et nous donner l'occasion à nous tous et à moi en ce qui me concerne. Voilà, donc moi j'ai un petit peu choisi le terme, donc on est très proche de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais j'ai un petit peu dévié légèrement, j'aime bien dévier. Et comment le management, j'aime bien parler de management, vous m'entendez bien tous, ça va? D'accord. Comment le management peut être la clé de la réussite pour garder les talents? Alors vous savez que dans les entreprises, 2/3 des démissions, 2/3 des départs, c'est quoi 2/3? 65%. Eh bien, on ne quitte pas une entreprise, on quitte une équipe. C'est incroyable. 2/3 des cas. Les gens aiment leur entreprise, on le voit dans toutes les statistiques, on vient de le voir un petit peu avec Valentine. Le problème, c'est qu'il y a des gros problèmes de management dans les équipes. Les millenniums, s'ils quittent un manager qui ne les forme pas assez vite, qui n'est pas assez rapide, qui leur offre pas assez de formation, voilà, où il y a des problèmes d'ambiance d'équipe, de management, et ça c'est très très dur à gérer. Donc dans 2/3 des cas, donc c'est hyper important. Quand vous avez une démission, on ne quitte pas votre entreprise, on quitte un manager. Donc il y a peut-être beaucoup à faire au niveau du management et au niveau des managers. Voilà, donc il y a la guerre des talents, comment attirer et fidéliser les talents. Ça commence déjà devant l'intégration du processus dès qu'on rentre dans une entreprise. Je vais encore sortir un chiffre un petit peu bizarre, mais il y a 20% des collaborateurs qui rentrent dans une entreprise, dès le premier jour, ils veulent quitter l'entreprise. Ils ne veulent pas rester. Ils restent, au moins jusqu'à la fin de la période d'essai. Il y a 15% des périodes d'essai qui échouent sur 6. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent souvent très mal accueillis. Il y a beaucoup de réussites, mais il y a beaucoup de gens qui sont mal accueillis. Il n'y a pas d'email pour présenter les collaborateurs. Ils arrivent, ils n'ont pas de carte de visite. La carte de visite va arriver. Personne ne les accueille, il n'y a pas de pot d'accueil. Voilà. Ils sont surpris, on les découvre dans les bureaux, voilà, ils sont pas vraiment accueillis, donc ça c'est un vrai problème. Donc si vous voulez vraiment que vos collaborateurs aient du jus dès le départ, ils donnent le maximum, il faut qu'ils se sentent intégrés dès le premier jour. Je pense qu'on se souvient tous de sa première fois, enfin au travail, pardon, on se souvient tous de sa première fois, de son premier jour, de sa première minute, de la première fois de ses premiers collaborateurs, et donc c'est des moments qui sont très importants, donc il faut qu'ils soient marquants. Chez Google, vous avez tout un parcours. Je ne vais pas travailler chez Google, mais je l'ai lu et j'ai des copains qui vont en parler. Vous avez tout un parcours d'accompagnement où on envoie des emails, où vous faites tout un tour de l'entreprise. Ça paraît cliché, ça paraît facile, mais c'est malheureusement très très peu fait. Où vous êtes en contact directement avec tous vos futurs collaborateurs. On vous explique le métier, on vous explique votre parcours d'accompagnement, et vous avez tout un process qui est très très bien organisé, structuré. Et ça, c'est quand on voit les statistiques chez Google d'intégration et du bonheur au travail en général, c'est plutôt bon. Bon, Google est une ambiance particulière, mais en tout cas, ceux qui sont sélectionnés, qui y travaillent, sont assez contents. Voilà. Après, il faut instaurer un processus de formation en continu. D'accord? Former quelqu'un, donner une formation à quelqu'un, c'est le reconnaître en tant que salarié intégré dans l'entreprise. C'est quelqu'un sur lequel on mise, c'est quelqu'un sur lequel on va investir, qu'on veut garder dans l'entreprise, donc c'est une sacrée reconnaissance qui est très importante. Il faut surtout très très vite déceler les capacités, les compétences et les talents de ses collaborateurs, parce que chacun est embauché à un certain poste, mais il va évoluer dans l'entreprise, tout le monde n'évoluera pas de la même façon, donc c'est très très important d'écouter ses collaborateurs. On ne cherche pas forcément des formations, on cherche différentes choses, donc à chacun de comprendre vraiment la psychologie de ses collaborateurs. Et il faut surtout aussi être reconnaissant et récompensé, on l'a dit, remercier, fêter toutes les petites victoires dans les entreprises. On remercie jamais assez ses collaborateurs. On ne fête pas les petites victoires, il faut fêter par des pots. C'est très simple à organiser un pot le vendredi à midi, un repas le vendredi à midi. Ça se fait dans beaucoup d'entreprises, souvent le vendredi soir, mais c'est quelque chose à marquer. On a tous besoin d'humains et on a tous besoin justement d'avoir de la reconnaissance de ses collaborateurs, de ses pairs et de ses managers. Et on a l'impression que vraiment les managers ne font pas assez. Ils ont tous l'impression que si jamais ils reconnaissent quelqu'un ou ils le mettent en valeur, il va tout de suite aller au RH pour demander une augmentation ou alors avoir une promotion pour piquer son job. Donc ça c'est pas très bon. Il faut absolument embaucher des gens qui soient meilleurs que vous en général, parce qu'ils vont énormément vous apprendre sur des métiers qui sont complémentaires aux vôtres.
Ils vont apporter des nouvelles techniques, des nouveaux savoirs qui vont être très très importants. Il y a un grand patron qui est très connu en Suisse, qui est un petit peu connu en France, qui s'appelle Jean-Claude Biver. Est-ce que vous le connaissez? C'est le patron, il y a des petits problèmes de santé, il commence à prendre un peu d'âge, mais son dernier poste, c'était le patron de la division horlogère d'une entreprise dont on a beaucoup parlé depuis hier matin, qui est le groupe LVMH. Donc c'est M. Jean-Claude Biver, c'est quelqu'un qui est assez incroyable en Suisse. Il a remonté un petit peu toute l'horlogerie suisse avec Nicolas Hayek, qui était le patron de Swatch. Il a remonté Blancpain, il a remonté beaucoup d'entreprises qu'il a revendues à LVMH ou qu'il a revendues au groupe Swatch. C'est un type qui est assez mythique, qui est assez incroyable. Et c'est un type qui a beaucoup de charisme et qui n'a plus rien à prouver. Donc il va assez loin dans ses process. Et un jour, j'ai discuté avec lui, je l'ai vu à une conférence et il m'a dit, il y a un truc que je faisais qui était génial. Alors ça, on peut le faire que qu'en Suisse, que peut-être quand on est dans l'horlogerie, qu'on a des fortes marges. Et il disait, moi je donnais 1000 euros, enfin 1000 francs, donc à peu près 1000 euros, à chaque collaborateur qui racontait des conneries et qui nous expliquait les erreurs qu'il avait faites en réunion. Alors il y avait des réunions et il faisait parler les gens et les gens racontaient, moi j'ai fait telle bêtise, j'ai acheté beaucoup trop de pièces dans l'horlogerie il y a 5 ans quand je bossais chez Blancpain, j'avais énormément de stock, on a dû balancer le stock, ça a coûté 1 million à l'entreprise. Alors tout le monde applaudissait, c'est génial, tu as une prime de 1000 francs, parce que tu as dit une connerie, parce que personne autour de la table n'a le droit de faire cette bêtise évidemment. Hein. Alors à bout d'un moment il a arrêté parce que ça tournait, et tout le monde racontait des bêtises, inventait des trucs pour choper 1000 balles à chaque fois. Donc après il a fini par arrêter, ça lui a coûté un petit peu cher. Donc il est hyper important d'être reconnaissant, de récompenser. Je crois qu'en fait les bonus et les primes ont aussi un peu leurs limites. C'est quelque chose que je ne devrais pas forcément dire, mais j'aimerais bien avoir un peu votre écho et votre retour. C'est que souvent dans les ressources humaines, au niveau des DRH, on évite les augmentations générales et on ne fait pas trop d'augmentations dans les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme du vécu et surtout de l'acquis. Quand vous donnez une augmentation, vous le voyez sur votre fiche de paye, après c'est de l'acquis. Donc quelqu'un qui vient voir par une augmentation, à moins d'être très très mal payé, ce qui peut être aussi le cas, mais c'est de l'acquis. Donc quelqu'un, ça ne va pas augmenter véritablement sa motivation. D'accord? Il va considérer ça vraiment comme de l'acquis. Donc au bout de 3 mois, il aura besoin de quelque chose d'autre. Si quelqu'un veut vraiment rester dans une entreprise, il a besoin d'avoir un salaire décent, mais il faut lui apporter vraiment d'autres choses. Il faut lui apporter du sens, il faut lui apporter des challenges. Des choses comme ça. Quelqu'un qui revient vous voir régulièrement pour demander une augmentation, il a déjà prévu de quitter l'entreprise. En tout cas, il n'y reste pas forcément pour les bonnes raisons. Ok, vous n'êtes pas obligé de noter tout ce que je dis. Hein. D'accord? Donc voilà, donc c'est très très important d'avoir du sens, de mettre en valeur ses collaborateurs, de faire des formations, pourquoi pas les mettre en avant, participer à des conférences, participer à des tables rondes, voilà, montrer et donner vraiment de l'importance à ses collaborateurs. Je crois qu'on l'a beaucoup dit ce soir. Voilà, après je vais revenir assez rapidement sur certains points. Surtout en Haute-Savoie, on a un niveau record de pénurie des talents. C'est quand même assez incroyable, on est au plein emploi, on est à 5% de chômage. À Pôle emploi, on devrait même être à 4% à Annecy, on est à 5%. Pourquoi? Parce que le premier employeur de la région, c'est l'hôtellerie et la restauration, et il y en a beaucoup qui aiment bien faire les saisons à Saint-Tropez, à Courchevel ou à Megève, et du coup, entre deux, ils aiment bien toucher un petit peu de Pôle emploi, ce qui est un petit peu logique et normal. Donc du coup, la restauration en Haute-Savoie, notamment autour d'Annecy, du bassin annécien, a du mal à recruter sur l'année à cause de tous ces saisonniers. Donc on perd un maximum de talent. Mais bon, on a la chance d'être à 5%, donc on ne va pas se plaindre. Donc on a un niveau record de pénurie des talents en France et en Haute-Savoie. Beaucoup de gens ne sont pas suffisamment formés par rapport à tous les métiers à la mode du numérique et du digital. Donc ça, on a un problème de formation. Vous avez les 2-3 plus grosses entreprises majeures de la région qui, elles, cherchent une centaine de techniciens depuis des années. Notamment dans le décolletage ou des techniciens dans le domaine très technique, ils n'ont pas le temps de les former. Donc ils n'ont pas le temps non plus de les former, de les embaucher et de les trouver. Et puis ils vont arrêter de se les piquer entre eux parce que le marché est petit. Donc voilà, on a une grosse pénurie de talents. On a un problème d'ingénierie en France et de tous les métiers du numérique. Tout ce qui est développeur, on n'en trouve plus. Des data scientists, on n'en trouve plus. Des ingénieurs, on en forme suffisamment en France. Le problème du défaut des ingénieurs, c'est qu'ils sont formés ingénieurs, mais ils ne sont jamais ingénieurs. L'industrie n'a pas forcément une bonne presse en France. Donc vous avez peut-être que 10 ou 15 ou 30%, 20% des ingénieurs qui sont vraiment ingénieurs et qui travaillent dans l'ingénierie toute leur vie en production ou ailleurs. Il y en a beaucoup qui aiment bien terminer dans la finance, dans le marketing ou faire des choses complètement différentes. Mais malheureusement, on forme suffisamment d'ingénieurs en France, mais il en manque cruellement.
et en Suisse c'est pire à côté. Voilà. Donc l'important, c'est que vraiment, c'est de créer, donner du sens dans vos entreprises, parce que vous ne pouvez pas savoir, les développeurs, ils sont sollicités toutes les semaines, même dans les PME, sur Annecy, pour ne pas parler de la Suisse, sur Annecy. Donc si vous ne leur donnez pas un sens, si vous ne leur donnez pas une envie de travailler, un état d'esprit, un projet, et ben malheureusement, vous ne garderez pas des candidats pareils. C'est ça qui est très difficile. Voilà, beaucoup sont formés, mais pas assez restent. Et surtout, ils ont besoin d'apprendre énormément, d'avoir des nouveaux challenges en permanence. Un développeur qui n'est pas nourri en permanence, qui n'est pas formé en permanence et qui est sur un projet où pendant quelques semaines, il s'occupera que de gérer des bugs informatiques et qui ne sera pas dans la stratégie, dans le développement, ben, il partira très vite parce qu'il aura perdu 3 semaines, et 3 semaines pour un développeur, c'est énorme, je vous assure. C'est incroyable. Créer un sentiment de complicité avec les candidats. Il faut être très proche des candidats, évidemment. Il faut être très proche de ses employés. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Il faut avoir une véritable complicité, créer un esprit d'équipe pour vraiment garder et fédérer ces équipes. Vous avez Amazon qui a créé l'Amazon Campus Challenge, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Amazon s'est mis en lien avec énormément de grandes écoles de commerce et des écoles d'ingé en stage. Ils prennent beaucoup de stagiaires dans ce domaine-là. Ils veulent évidemment, comme beaucoup d'entreprises, repérer les meilleurs et leur donner beaucoup de liens avec des PME françaises. Et avec ces PME françaises, ils créent justement une stratégie de e-commerce. Évidemment, ils s'orientent vers Amazon et c'est comme ça qu'ils apprennent à comprendre le système et l'écosystème Amazon. Et ils recrutent énormément de candidats de cette façon-là et ça marche très très fort. Redéfinir les contours de la rémunération. Le package est important, on a tous besoin de vivre et de se nourrir, la région est un petit peu chère, mais surtout, il est important d'organiser des plans d'épargne entreprise, des participations, des bonus. Pourquoi? Parce que plus vous avez un package qui est assez constitué, assez ficelé au niveau juridique, vous ne perdrez pas vos candidats. Vos candidats auront du mal, les conditions ne sont peut-être pas excellentes, mais les candidats auront du mal à retrouver une situation similaire dans d'autres entreprises. Il leur manquera des années d'expérience pour constituer tous ces fonds qu'ils auront mis quelques mois ou quelques années à constituer. Voilà. Moderniser l'environnement de travail, je pense que c'est pas mal d'avoir un bon environnement de travail, mais on parle beaucoup de Chief Happiness Officer. Moi j'ai beaucoup de doutes, hein. Je pense que si justement on a un Chief Happiness Officer, je ne vais pas me faire que les amis ce soir, mais si on a un Chief Happiness Officer, c'est que pour moi il y a déjà un problème dans l'entreprise. D'accord? S'il n'y a vraiment pas de problème de management, vous avez des vrais managers, vous n'avez pas besoin de Chief Happiness Officer. Donc il faut peut-être un petit peu aller à l'origine du problème de l'entreprise, au niveau RH, et peut-être éviter ce genre de poste. Je ne sais pas, c'est personnel. Voilà. Promettre l'aventure, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui adorent l'esprit start-up, qui n'ont peut-être pas envie de travailler dans une start-up, mais qui adorent l'esprit start-up, parce que l'esprit start-up, c'est un projet, c'est une aventure qu'on va vivre ensemble, c'est un sens, c'est des petites équipes, c'est familier, et on sait où on avance, on sait ce qui se passe, du lundi au vendredi soir dans l'entreprise. Je ne suis pas sûr que des gens qui travaillent dans des grands groupes qui soient de plus en plus gros aient la moindre idée de ce qui se passe dans leur entreprise. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur une émission dans Envoyé spécial il y a quelques jours, où on parlait des bullshit jobs, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous avez énormément de gens dans ces grandes entreprises qui font des jobs, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont complètement paumés, ils ont des titres qu'ils n'arrivent même pas à mettre sur leur carte de visite, parce que le titre est un petit peu long, il est souvent en anglais, et c'est des gens qui ils organisent des réunions tout le temps, ils ne savent pas avec qui, ils ne savent pas pourquoi. Il y a la dilution des responsabilités, donc c'est beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus, qui ont besoin d'avoir du sens dans leur travail. Ils sont très fiers de leurs grandes entreprises, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils y font. Essayez d'aller le voir en podcast, c'était assez intéressant cette émission sur les bullshit jobs. Voilà, c'était pas que du bullshit cette émission. Voilà, et former et challenger, évidemment, il faut former et challenger ses équipes. Voilà, accompagner au long cours les hauts potentiels. Moi, ça me paraît primordial. Il y avait une époque où pour suivre les hauts potentiels, vous les envoyiez dans un summer course, un summer camp, vous leur offriez un MBA, c'était une très belle chose, ça fonctionnait bien. Maintenant, ce sont des cycles un peu trop courts, entre deux périodes, il faut parfois 2-3 ans. Donc, il faut former régulièrement sur des learning expeditions, beaucoup d'activités de coaching pour suivre ces hauts potentiels et sans doute ne pas les perdre. Donc ça c'est très important. Voilà, parce que quand on perd un haut potentiel, on perd 2 ans de salaire, parce que le temps de retrouver un, de le reformer,
alors que de la formation, souvent, c'est 5, 10 ou 15% du salaire annuel. Donc on est relativement gagnant. Voilà, puis dernier point, proposer un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les entreprises qui gagneront, ce seront peut-être les entreprises qui vont donner beaucoup de sens dans leur job, avec leurs employés, en respectant la vie personnelle, parce qu'on a beaucoup de dégâts au niveau familial dans les entreprises. Et plus la grande entreprise se rejoindra la vie privée un peu de ses collaborateurs, alors on parle de crèche, on parle de beaucoup de choses comme ça, de conciergerie qui peuvent simplifier la vie de ses collaborateurs. Et je pense que ça permettra de motiver davantage les troupes parce qu'il est important justement de lier une bonne hygiène de vie professionnelle et personnelle. Mais apparemment, il y a de plus en plus de télétravail. Donc visiblement, on est en train un peu d'en prendre le chemin. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Enfin, on peut échanger un petit peu peut-être sur un ou deux points. Voilà. Régis, tu veux te venger? Je vais me venger, Fabien. Non, je trouve que le dernier témoignage, enfin, la dernière remarque est très intéressant. Je voulais juste dire que, par exemple, sur la Haute-Savoie, il y a 5 ans de ça, beaucoup d'entreprises s'étaient engagées dans un programme européen financé avec AGFOS PME sur les notions d'articulation des temps. Et on avait abouti à certaines crèches, à des restaurants inter-entreprises, à toute une série de services, etc. Et même de la mobilité au niveau des transports, justement pour se dire, voilà, c'était un des axes de travail pour maintenir les salariés dans certaines entreprises. Donc c'était déjà mature, et je vous dis, c'était il y a 4-5 ans facile. Programme FEDER, pour ceux qui connaissent. Et quoi aussi. Voilà, puis il y a beaucoup d'entreprises familiales qui, depuis des décennies, voire des siècles, s'occupent très bien de leurs employés. Ils ont fait beaucoup de social aussi dans toutes ces entreprises familiales. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on a surtout perdu malheureusement un petit peu. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous avez quelques remarques, quelques critiques.